dizaine de drains, entre 6 et 10 drains, et qui met différentes installations en place, vous voyez, les compresseurs pour faire la fracturation hydraulique, et qui contient un bassin de décantation qui permet de récupérer les fluides, les fluides qui ont été injectés et qui ressortent avec ou sans gaz au moment de la mise en œuvre. Alors la densité des forages sont variables en fonction des technologies et des législations. Donc aux États-Unis, on a entre 3 et 5 plateformes au kilomètre carré. On peut faire 6 puits par plateforme et même arriver à faire 40 puits par une plateforme. Donc ici, vous avez une plateforme. À partir de cette plateforme, ou ici, vous avez donc les tubes qui descendent, et ici, vous avez 6 drains, faits à partir d'une seule plateforme, drains qui font entre 1,5 km. C'est typiquement l'extension des propriétés aux États-Unis. Alors, les États-Unis, le sous-sol appartient aux propriétaires de la surface, et donc, évidemment, la dimension du drain est liée à cette propriété, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chez le voisin, alors qu'en France, le sous-sol, en Europe en général, le sous-sol appartient à l'État. Donc il n'y a pas de limite de propriété dans le sous-sol. Il y a des limites de propriété à la surface, mais pas dans le sous-sol. Donc la longueur du drain n'est pas limitée, au moins par la propriété. Et donc vous voyez ici, donc on draine, ça c'est un schéma évidemment une vue de l'esprit, mais une vue d'ingénieur, et donc vous voyez, l'idée c'est de drainer la plus grande surface à partir d'un puits, et on peut imaginer par exemple un projet d'un système à 16 drains à partir d'une plateforme qui s'étend sur 6,5 km de chaque côté, donc vous voyez 12 km et environ 2 km de large. Vous voyez donc la densité à la surface de ces plateformes peut être très variable selon les technologies et selon les propriétés des roches. Ensuite, les impacts de ce qu'on a observé aux États-Unis, donc les possibilités, c'est la mise en lien d'une fracturation hydraulique qui s'échapperait à la surface. Ça n'a jamais été observé. Ça n'a jamais été observé, d'abord parce que les distances, sauf mal en fait, il y a des gens qui ont il faut voir aux États-Unis qu'il y a des gens qui n'avaient aucune compétence qui ont fait ça, et ils l'ont fait dans des conditions telles, près de la surface, évidemment, il y a eu des échappements. Mais dans des conditions normales d'exploitation, dans des gisements normaux, on n'a jamais observé une fuite, d'une fracturation, parce qu'en fait, les volumes d'eau injectés sont relativement faibles, et pour remonter la surface sur 2500 mètres, 3000 mètres de distance, il faudrait quand même beaucoup d'eau. Ensuite, par contre, on a observé des fuites au niveau des puits, avec mise en contact donc, des fluides de fracturation et des fluides injectés ou sortants avec les aquifères, suite à des fuites au niveau du puits. Et puis, les autres impacts, ça peut être la consommation d'eau, qui est importante, mais j'en parlerai. Et ensuite, évidemment, la multiplication des puits, le renouvellement en permanence augmente le risque, évidemment, puisque je vais essayer d'accélérer, puisque évidemment, on multiplie les fuites. Donc, ça c'était. Alors, les impacts avant, c'était spécifique au gaz de schiste, et ça, dans le conventionnel, il y a toujours la même problématique. La mauvaise étanchéité du cubage, c'est classique. Les fuites à la surface, c'est classique. Traitement des eaux de forage, c'est un problème, évidemment, qui est un problème commun à l'industrie pétrolière. Et la fracturation est aidée aussi par des additifs qui sont utilisés dans l'industrie pétrolière et qui sont indiqués en plus, évidemment, avec plus grande intensité pour l'extraction des fluides dans des non conventionnels. Alors, le volume d'eau, vous voyez ici les volumes d'eau consommés dans 4 puits, et 4 exemples de puits aux États-Unis. Vous voyez entre 10 000 m3 d'eau par puits pour faire la fracturation hydraulique. Pour vous donner une idée, un golf haut de gamme en France consomme 5 000 m3 par jour. Vous voyez donc c'est 2 jours de consommation d'eau. Évidemment, ce n'est pas la même eau, puisqu'il y en a une qui est, évidemment, c'est de l'eau qui retourne dans l'environnement. L'autre, c'est une eau qu'il ne faut pas laisser aller dans l'environnement, puisque c'est une eau qui va être polluée à la sortie. La tendance actuelle est à la diminution de ces quantités d'eau. J'ai vu des exemples de fracturation qui utilisaient presque 3 fois moins d'eau pour faire la fracturation. Alors, la première contamination chimique possible, c'est les additifs. Donc, qu'est-ce que c'est que le fluide de fracturation? C'est 90% d'eau, c'est 9% de sable.
et le reste c'est 1%, mais 1% sur 10 000 m3, vous voyez, ça peut faire beaucoup quand même de fluide, contenant des choses qui sont bénignes, comme le sable, des gommes qui sont des agents gélifiants, des carbonates, et aussi des choses qui peuvent être un peu plus problématiques, comme l'hydroéthylylcellulose, éthylène glycol, le glycéride, le polyacrylique, et ensuite des acides, évidemment, qui sont utilisés pour déboucher. En gros, il y a une dizaine de produits utilisés à chaque fois, parmi 750 références, et dans le cas des États-Unis, il y a 2500 sociétés, drogueries, en gros, qui vendent ces produits. La contamination, deuxième contamination chimique possible, c'est ce qui vient du sous-sol. Alors la première, c'est le fluide de formation, la saumure. Donc les eaux profondes sont très riches en sel, donc elles ressortent avec le gaz. Les gaz eux-mêmes, le méthane, qui contient aussi de l'éthane, de H2S, de l'hydrogène, de l'hélium. Des éléments en trace, des métaux essentiellement, mercure, plomb, arsenic, lithium, fer, enfin, tous les métaux qu'on peut trouver dans les roches. Des éléments radioactifs, radium, thorium, uranium. Et la matière organique elle-même qui a des zones de produits qui peuvent être dangereux. Ben, tout ça, c'est évidemment normalement récupéré et pas perdu, mais évidemment, s'il y a des accidents ou s'il y a des malfaçons de travailler, tout ça peut sortir. Ensuite, le méthane lui-même peut s'échapper. Alors, il y a trois types de méthane dans la nature. Le méthane biogénique, qui est généré par les micro-organismes. Le méthane géogénique, c'est le flux naturel de méthane dans les roches. Et puis, évidemment, le méthane qui aura été exploité et qui peut sortir soit par les tuyaux, soit au moment où on récupère les fluides et la mousse qui peut sortir de ça et qui, normalement, devrait être récupérée. Le dernier risque, c'est le risque sismique. Donc l'impact sur la santé du risque sismique, il est simple. Hein. Vous prenez votre placard sur la tête, ça fait mal, ça peut tuer. Donc, la sismicité est quelque chose d'important. Donc la sismicité due à la fracturation hydraulique est extrêmement petite. C'est des chiffres négatifs sur les échelles de Richter. Donc en fait, ça correspond à un objet lourd de 1 ou 2 kg qui tombe par terre à la hauteur de 1 mètre. C'est quelque chose qui est très faible. Et donc ici, vous voyez une image de la fracturation, de la sismicité de fracturation dans un puits de Barnett, toujours aux États-Unis. Vous voyez quelque chose qui est d'abord à très grande profondeur et qui est assez bien localisé et de très faible valeur. Par contre, il peut y avoir une sismicité induite, c'est-à-dire déclenchée par cette fracturation hydraulique et qui déclenche une sismicité naturelle. Alors aux États-Unis, dont le seul exemple connu, vous voyez ici avec des observations de sismicité déclenchées par des exploitations d'injection de fluide de toutes sortes, soit dans l'industrie conventionnelle, pétrolière conventionnelle, soit les injections d'eau usée. Aux États-Unis, l'injection d'eau usée dans le sous-sol est autorisée, soit l'exploitation de la géothermie, soit l'exploitation des gaz de schiste. Et dans ce diagramme, vous voyez un lien entre la magnitude de ces séismes, alors très très fort, hein, enfin, un séisme 7, le séisme dans l'Ambex, ici, dans la région à Aix, il y a, au début du siècle dernier, c'était 5,4, il a détruit quand même beaucoup de maisons. Hein. Donc ces séismes-là sont des séismes destructeurs. Et c'est des séismes de 3, c'est quelque chose de très très faible et à peine sensible. Et vous voyez qu'il y a un lien direct entre la valeur de cette magnitude du séisme et le volume de fluide injecté en millions de mètres cubes. Et vous voyez ici, en vert, les cas des gaz de schiste ou quelque chose de très très petit. Et les injections de fluide, vous voyez, sont considérables. Dans certains cas, quand on se débarrasse des eaux usées aux États-Unis, on injecte des volumes de fluide considérables, plusieurs centaines de millions de mètres cubes. Et là, en effet, c'est un effet sur la séismicité, avec des séismes très forts. De ce qu'on a observé sur les gaz de schiste, soit aux États-Unis, soit en Grande-Bretagne où on commence, c'est quelque chose de très faible, et de toute façon inférieur à la sismicité naturelle. Donc, de ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on peut dire que le risque sanitaire peut être maîtrisé par la connaissance de leurs ressources et des roches, donc en propriétés chimiques, en propriétés mécaniques, la qualité et la sécurité des technologies, vous avez vu, c'est essentiellement de la plomberie. Ça, c'est les meilleures pratiques. Évidemment, ça va être la définition et l'application des réglementations, parce qu'il faut encore qu'on surveille tout ça. Et puis aussi, c'est la recherche. Hein, et alors, on a demandé, la recherche française demande à la mise en place d'un site pilote de recherche qui permette d'explorer un peu ces choses-là, à la fois la ressource, mais aussi les technologies. Et alors, je vous conseille très vivement de regarder le dernier rapport de l'OPEX, qui est donc disponible sur Internet. Il suffit d'aller sur le site. Qui a été rédigé par Christian Bataille, député du Nord, et Jean-Claude Lenoir, sénateur, je ne sais plus où, sur les techniques alternatives aux fracturations hydrauliques, qui est très bien fait, qui a
auditionné une grande partie de la communauté scientifique concernée en France, y compris les gens du CNRS, et facile d'accès, et qui vous donnera les dernières informations sur ce sujet.